la Renault de Céline trembla lorsqu'elle coupa le moteur. Elle était garée dans l'allée de sa modeste maison de banlieue. Les lumières étaient éteintes. Les enfants n'étaient manifestement pas là. C'était inhabituel. Depuis l'année dernière, son mari Julien quittait le travail plus tôt pour aller les chercher à l'école. Il essayait de passer plus de temps avec eux. C'était touchant, mais teinté d'un soupçon sous-jacent de la noirceur qui s'accrochait encore à leur petite famille. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Cela faisait presque 1 an depuis cette horrible nuit au Roxane. 1 an depuis qu'elle s'était laissée emporter par Marc Chevalier pour une nuit de mauvaises décisions. 1 an depuis qu'elle avait laissé son mari seul dans ce club, brisant son mariage et sa famille. Les 12 derniers mois avaient été une torture. Chaque jour était un mélange de culpabilité, un masque d'espoir fragile, une bataille silencieuse pour prouver à Julien qu'elle l'avait choisi, du moins depuis cette nuit-là. Elle avait porté son masque comme une seconde peau, l'incrustant dans sa chair avec chaque once de volonté qu'elle possédait, s'occupant de son nouveau mariage avec un dévouement presque maniaque. En vérité, elle craquait de toutes parts, incapable de supporter le fardeau de se faire pardonner par son mari, surtout quand les yeux de ce dernier gardaient cette froideur distante. Il disait qu'il lui avait pardonné, mais il n'avait pas oublié. Ce soir, elle essaierait encore. Elle repousserait la douleur, invoquerait une étincelle de cette nuit qu'elle avait partagée avec Marc, et la redirigerait vers Julien. C'était mal, mais c'était tout ce qui lui restait. Céline sortit de la voiture, ses talons écrasant un peu de neige de fin février. C'était étrange que la maison ait l'air si sombre. Cherchant ses clés à tâtons, elle déverrouilla finalement la porte et entra, son instinct lui hurlant que quelque chose n'allait pas. Julien, Chloé, Thomas, appelait-elle, sa voix résonnant contre les murs. Elle posa son sac à main sur la console de l'entrée et alluma la lumière, le silence se fit pressant, épais et lourd. Peut-être qu'ils sont chez un voisin ou qu'ils ont acheté à dîner sur le chemin du retour. Elle vérifia son téléphone à nouveau pour voir s'il y avait des messages, mais n'en trouva aucun. Elle envoya un texto, « Mon chéri, es-tu avec les enfants? Quand rentrez-vous » Cette démangeaison à l'arrière de son crâne devenait plus forte. Elle alla chez les voisins d'à côté, puis de l'autre côté de la rue. Personne ne les avait vus. L'horloge passa de 18h, à 19h, puis à 20h. Le nœud se serra dans son ventre. Elle composa le numéro de Julien, les doigts tremblants. Elle laissa un message paniqué sur sa boîte vocale. Elle essaya le petit téléphone prépayé de Chloé, puis la mère de l'ami d'école de Thomas. Rien. Sa respiration s'accéléra alors qu'elle faisait les 100 pas dans le salon, le bourdonnement familier de leur maison n'étant plus qu'un vide moqueur. Elle appela ses parents, la voix brisée. « Maman, ils ont disparu. Julien et les enfants, ils ne sont pas là. J'ai appelé, mais ils ne répondent pas. » Le ton de sa mère était doux, mais teinté de quelque chose que Céline ne parvenait pas à identifier. « Oh, ma chérie. Es-tu sûre qu'ils ne sont pas juste sortis? Peut-être que Julien les a emmenés manger une glace ou quelque chose comme ça? » Non, maman. Il est trop tard pour ça. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Les yeux de Céline se dardèrent vers la fenêtre, s'attendant presque à les voir remonter l'allée. Rien. Eh bien, appelle la police si tu es si inquiète. Mais Céline, après tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il avait juste besoin d'un peu d'espace. Céline raccrocha. Elle savait ce que sa mère voulait dire. La nuit avec Marc, l'humiliation publique, la destruction de la confiance de Julien en elle. De l'espace, après tout ça. Elle secoua la tête, refusant de croire que les choses allaient encore si mal. À la place, elle appela Sophie, sa dernière amarre à la raison. Sophie, ils ont disparu. Julien et les enfants, ils sont partis. Je ne sais pas quoi faire. La pause de Sophie s'éternisa. Céline, as-tu regardé les informations aujourd'hui? Quoi? Non. Pourquoi je ferais ça? Ma famille a disparu, Sophie, rétorqua Céline, la voix montant dans les aigus. Marc a disparu aussi, depuis hier. L'horreur que Céline avait tenté de tenir à distance finit par la submerger. Ses genoux fléchirent et elle s'effondra sur le canapé, le téléphone lui glissant des mains. La coïncidence la griffait, une torsion maladive musique du destin. La démangeaison à l'arrière de son crâne était désormais un hurlement. Mon Dieu, pitié, non. Elle chercha frénétiquement la télécommande et zappa sur les informations locales. C'était la grande nouvelle.
Marc était une célébrité, un héros local, un homme qui volait les femmes des autres, et on l'en remerciait. Il était un dieu parmi les hommes, et maintenant il avait disparu. Marc Chevalier, attaquant vedette de l'équipe de football de la ville, a été vu pour la dernière fois il y a 2 jours. La police enquête sur d'éventuels liens avec ses fréquentations connues. L'estomac de Céline se retourna. Elle éteignit la télévision, incapable d'en entendre davantage, et appela la police. Le premier agent arriva dans l'heure, un homme trapu avec une moustache en guidon et une expression fatiguée. Céline l'accueillit à la porte, les yeux égarés et rougis. « Mon mari et mes enfants ont disparu. J'ai appelé tout le monde. S'il vous plaît, vous devez les retrouver, supplia-t-elle. Le flic prit des notes pendant qu'elle parlait. « Quand les avez-vous vus pour la dernière fois, Madame Garnier ?»« Ce matin. J'ai embrassé Julien avant de partir au travail, j'ai déposé les enfants à l'école. Tout était normal. » Sa voix se brisa. « S'il vous plaît, ils sont tout pour moi. » Il hocha la tête, mais sa question suivante changea l'atmosphère. « Nous devons vous poser des questions sur Marc Chevalier. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il a été porté disparu, lui aussi. » Céline se figea, la gorge nouée. « Oui, je le connais. Nous. Je veux dire, j'ai dansé avec lui une fois, il y a 1 an. C'est tout. Pourquoi me posez-vous des questions sur lui? » Juste pour couvrir toutes les pistes, dit-il, mais son regard s'attarda, perçant et inquisiteur. Y a-t-il une raison pour laquelle votre mari pourrait avoir un problème avec lui? Elle tressaillit. L'implication était lourde dans l'air. Non. Enfin, oui, il y a eu une histoire, mais c'est fini. Julien ne ferait pas ça. Il n'est pas comme ça. Ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. L'agent prit d'autres notes, puis partit en promettant de la tenir informée. Céline resta dans l'embrasure de la porte, sentant les rideaux des voisins frémir, leurs yeux la transpercer, la juger. Elle claqua la porte et se laissa glisser sur le sol. Julien ne ferait pas de mal à Marc, si? Mais le doute suppurait. Quelque chose de sombre et de tordu, né il y a presque 1 an, prit finalement racine dans son cerveau. Une graine plantée par ce regard dans les yeux du policier et nourrie par son inlassable culpabilité. Les jours s'écoulèrent, plus froids que les vagues de la Méditerranée. Céline appela ensuite les parents de Julien, la voix éraillée d'avoir crié sur des boîtes vocales. « Marie, c'est Céline. Julien et les enfants ont disparu. Avez-vous eu de leurs nouvelles? S'il vous plaît, dites-moi si vous savez quelque chose. » La réponse de Marie fut froide. Sèche. « Non, Céline, nous n'en avons pas. Mais honnêtement, peux-tu lui en vouloir d'être parti après ce que tu as fait avec ce joueur de foot, en t'affichant devant tout le monde? » La poitrine de Céline se serra. « J'essaie de réparer ça, Marie, tous les jours depuis 1 an. Je l'aime. J'aime les enfants. S'il vous plaît, prévenez-moi si vous avez de leurs nouvelles. »« Nous préviendrons la police, » dit Marie, avant de raccrocher. Céline fixa le téléphone. Les mots de sa belle-mère piquaient, s'affichaient devant tout le monde. Elle ne s'était affichée en rien, n'est-ce pas? Mais la ville savait. Les ragots s'étaient répandus comme une traînée de poudre après cette nuit, et maintenant les gens la fixaient, chuchotaient dans son dos. Elle le sentait à chaque fois qu'elle mettait le pied dehors, leurs yeux l'accusant, la marquant au fer rouge comme l'adultère qui avait fait fuir sa famille. La semaine suivante, elle arrêta d'aller travailler. Son patron l'appela, d'un ton compatissant mais ferme. « Céline, nous avons besoin de vous ici. Vous avez manqué 3 jours. Que se passe-t-il? » « Je ne peux pas, » marmonna-t-elle, d'une voix atone. « Ma famille a disparu. Je dois les attendre. Prenez un peu de temps alors, mais vous devez nous faire savoir quand vous reviendrez. » Elle ne répondit pas, raccrochant simplement et laissant le téléphone s'entrechoquer sur le comptoir de la cuisine. Le travail n'avait aucune importance. Rien n'avait d'importance à part que Julien et les enfants passent par cette porte. Le chaos dans la maison commença à refléter son propre effondrement. La vaisselle s'empilait dans l'évier, incrustée de nourriture avariée. Les sacs poubelles s'affaissaient contre les murs, déversant des emballages et du marc de café. Elle cessa de se laver. Ses cheveux blonds s'en mêlèrent en touffes grasses. Sa peau la piquait à cause de la négligence. D'étranges éruptions cutanées apparurent sur ses épaules.
des squames de peau étaient toujours présentes sous ses ongles sales. Elle s'asseyait en silence près de la fenêtre. Les rideaux juste assez écartés pour surveiller l'allée. À attendre. Toujours à attendre. Les amis cessèrent d'appeler. Les voisins cessèrent de frapper. Même son patron avait arrêté d'essayer de la contacter. Elle s'en fichait. Elle les évitait de toute façon. Elle évitait les chuchotements, les regards accusateurs. Elle avait envie de s'arracher la peau. Elle voulait que sa famille rentre à la maison. Elle marmonnait des choses inintelligibles pour elle-même, grattant de fines lignes le long de son bras, et continuait sa veillée silencieuse près de la fenêtre. Ses parents revinrent une semaine plus tard, les traits tirés par l'inquiétude. L'odeur les frappa en premier, une odeur aigre et putride qui donna la nausée à sa mère. « Seigneur Dieu, Céline, qu'est-ce que c'est ?» demanda son père en enjambant une pile de linge. « Je ne sais pas, » dit Céline, le regard fou, scrutant les coins. « C'est là depuis un moment. »« Je ne trouve pas. » Sa mère s'agenouilla près d'elle, écartant ses cheveux emmêlés. « Ma chérie, tu ne vas pas bien. Regarde cet endroit. Regarde-toi. Tu ne t'es pas douché. Tu ne manges pas, laisse-nous t'emmener voir un médecin. » « Non, » s'emporta Céline en reculant. « Et si Julien revient ? Et si les enfants ont besoin de moi ? Je ne peux pas partir. » La voix de son père se durcit. « Céline, ils ne reviendront pas. Julien les a emmenés. Tu sais pourquoi ? Nous le savons tous. Tu as besoin d'aide. »« Vous pensez que je mérite ça ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous me jugez, vous aussi. Tout le monde le fait. Je le vois sur vos visages. La façon dont vous me regardez comme si j'étais un déchet. » Le père de Céline eut l'air de vouloir dire quelque chose, mais il retint sa langue et se détourna, se frottant le visage. Céline connaissait ce regard. Il n'avait jamais su comment s'y prendre avec elle. Sa mère intervint pour rattraper le coup. « Nous ne te jugeons pas, » dit doucement sa mère. « Nous avons peur pour toi. S'il te plaît, viens avec nous. » Céline secoua la tête, se recroquevillant sur le canapé. « Partez. Je m'en sortirai. Ils vont revenir. » Ses parents échangèrent un regard, puis partirent en marmonnant quelque chose à propos d'un juge et d'une ordonnance de protection. Elle les entendit à peine, les oreilles tendues vers le silence, attendant sur le porche des bruits de pas qui ne venaient jamais. La police revint, cette fois avec une femme détective. Elle était grande et brune, d'origine espagnole ou italienne. Se racle la gorge, ses cheveux étaient épais et noirs, son visage gracieux mais orageux. Céline était assise au milieu du chaos, son peignoir taché, ses ongles rongés jusqu'au sang. « Madame Garnier, » commença la détective, son nez se plissant à cause de la puanteur de la maison de Céline. « Nous avons confirmé que votre mari a retiré de grosses sommes de vos comptes et de son plan d'épargne retraite. Il a également contracté un crédit maximal sur la maison et vidé toutes vos cartes de crédit. » Les mains de Céline se tordirent sur ses genoux. « Vous vous trompez. Il ne ferait pas ça. Il m'aime. » Le regard de la détective s'adoucit, mais son ton resta ferme. « Céline, » dit-elle, la voix pleine de compassion. « Julien ne reviendra pas. » Céline secoua silencieusement la tête et déchira en miettes le mouchoir qu'elle tenait. Il était évident qu'elle n'était toujours pas prête à entendre ça. La détective soupira et continua. « Nous devons également parler de Marc Chevalier. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à 15 km d'ici. Nous savons que vous avez eu une relation tous les deux. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez nous dire ? » Le souffle de Céline se bloqua. « Nous n'avions pas de relation. C'était juste une nuit. » L'inspectrice Inès Garcia soupira intérieurement. Ce n'était un secret pour personne que Marc Chevalier avait pour habitude de séduire des femmes mariées. Et en privé, elle pensait que si quelqu'un lui avait fait quelque chose, il l'avait probablement bien cherché. Mais elle avait un travail à faire. Et pour l'instant, ce travail consistait à essayer d'obtenir de cette femme en plein délire quelque chose. N'importe quoi qui pourrait l'aider à résoudre cette affaire. Bien sûr, juste une nuit. Je vous comprends. Mais avez-vous eu des contacts avec lui après ? Quelque chose que votre mari n'aurait pas apprécié ? Céline se frotta les yeux. Il m'envoyait des choses. Je lui ai dit d'arrêter. Je ne voulais pas de lui. J'ai choisi Julien. Demandez à Sophie. Elle le sait.
Nous avons parlé à Sophie, dit la détective. Elle a mentionné un incident au Roxane le jour de la Saint-Patrick. Marc a posé des questions sur vous. Votre mari n'était pas ravi de le voir, n'est-ce pas? Julien le détestait, admit Céline, d'une petite voix. Mais il ne lui ferait pas de mal. Il n'est pas violent. Ce n'est pas ce genre d'homme. La détective Garcia se pencha en avant. Céline, nous ne disons pas qu'il est violent. Nous disons qu'il a disparu, que Marc a disparu, et qu'il y a un lien. Des gens vous ont vu avec Marc. Il parle. Julien a-t-il déjà mentionné quelque chose? Des projets? Non, mentit Céline, l'esprit en ébullition. Elle sentait le regard de la détective, lourd de soupçons, se joindre au cœur de regards qu'elle imaginait partout. Les voisins, les collègues, les inconnus dans la rue. Vous pensez que j'ai fait quelque chose à Marc, n'est-ce pas? Vous me dévisagez tous, en me blâmant. Nous ne faisons que poser des questions, dit la détective en se levant. Appelez-nous si vous vous souvenez de quoi que ce soit. Elle laissa une carte sur la table, mais Céline n'y toucha pas, les yeux fixés sur la fenêtre. Sophie passa le lendemain, frappant timidement. Céline la laissa entrer, la puanteur faisant plisser le nez de son amie. Céline, mon Dieu, que s'est-il passé ici? Tu as l'air affreuse. Ils sont partis, Sophie, dit Céline, d'une voix monotone. Julien a emmené les enfants. Marc a disparu. Tout le monde pense que c'est de ma faute. Sophie s'assit à côté d'elle, hésitante. Je ne pense pas ça, mais les gens parlent. Cette nuit avec Marc, tout refait surface. Ils disent que Julien a peut-être craqué. Les yeux de Céline s'enflammèrent. Tu me juges, toi aussi. Je le vois. Tu penses que je l'ai poussé à faire ça? Non, dit rapidement Sophie. Je suis ton amie. Je m'inquiète. Tu t'effondres. Laisse-moi t'aider à nettoyer. Te faire prendre une douche. Je ne peux pas, murmura Céline. Je dois attendre. Ils vont revenir. Elle se détourna, fixant l'allée, et Sophie soupira, partant avec la promesse de repasser plus tard. Céline ne la croyait pas. Elle avait enfin compris quel genre de personne était son amie Sophie. Elle avait été plus qu'heureuse d'aider Céline à blesser mortellement son mariage. Et puis, tout comme les autres, elle la jugeait pour les conséquences. Elle pouvait le lire dans ses yeux. Elle était comme tous les autres. Elle en était sûre. Les semaines passèrent et les voix commencèrent. Au début, ce n'était que de faibles chuchotements dans la nuit, l'attirant d'un sommeil agité. Céline appelait elle, douce et insistante. Elle s'asseyait, le cœur battant, fouillant l'obscurité. Julien, les enfants? Pas de réponse. L'odeur empira, une pourriture épaisse qui lui tapissait la gorge, mais elle s'y était habituée, ses sens engourdis par l'épuisement et le désespoir. Elle errait dans la maison, remarquant les espaces vides là où se trouvaient autrefois des souvenirs. Quelques photos de famille, certains dessins de Chloé avaient disparu. Elle chercha son album de mariage, mais ne put le trouver. En désespoir de cause, elle fouilla les placards, sous les lits, mais ne trouva que de la poussière. Les voix devinrent plus fortes, un cœur maintenant, appelant son nom, se moquant d'elle. Elle se tenait dans la cuisine, regardant le sol jonché de déchets, chuchotant en retour, « Je suis là. J'attends. » Rentrée à la maison. Une nuit, elle fut réveillée par un cri. Ce n'était pas le sien, si? Elle trébucha jusqu'à la fenêtre, scrutant l'extérieur. Des ombres bougeaient de l'autre côté de la rue, des voisins regardant dans sa direction. Ils savaient, pensa-t-elle. Ils riaient d'elle, la montraient du doigt, leurs yeux brûlant à travers la vitre. Elle ferma violemment les rideaux, le souffle court, et se laissa glisser au sol en se balançant. Je ne le pensais pas, fulminait-elle. Je t'ai choisi, Julien. Je t'ai choisi. Ses parents revinrent, le visage grave. L'odeur était insupportable maintenant, un mur de décomposition qui fit vomir son père. Céline, c'est de la folie, dit-il, la voix tranchante. Tu vis dans la crasse. Quelle est cette odeur? Je ne sais pas, s'emporta-t-elle, les yeux fuyants. Ce n'est pas de ma faute. Vous me blâmez aussi, n'est-ce pas? Tout le monde le fait. Sa mère s'agenouilla, les larmes aux yeux. Nous ne te blâmons pas. Nous t'aimons. Mais tu es malade, ma chérie.
tu as besoin d'aide. Non, hurla Céline en reculant à quatre pattes. Je ne peux pas partir. Ils vont revenir. Vous ne comprenez pas. Si, dit son père, plus doucement maintenant. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Nous allons voir un juge demain. Nous allons t'obtenir de l'aide, que tu le veuilles ou non. Ils partirent et Céline se roula en boule, les voix s'enflant autour d'elle. Céline, Céline, scandait-elle, une marée implacable. Elle pressa ses mains sur ses oreilles, sanglotant, mais elle ne voulait pas s'arrêter. Elle ne s'était pas lavée depuis des semaines, sa peau était collante de crasse, ses vêtements raides de sueur. Mais elle s'en fichait. Elle attendrait éternellement s'il le fallait. La dernière nuit, les voix rugirent, une cacophonie l'arrachant au sommeil. Céline, criait-elle, claire comme des cloches. Elle se leva en titubant, les jambes faibles, l'air lourd de désolation. Quelque chose l'attira vers le sous-sol, une force à laquelle elle ne pouvait résister. Elle n'y était pas descendue depuis des mois, n'avait pas pensé à y regarder. Ses pieds nus claquèrent sur les marches froides, l'odeur l'étouffant, mais elle continua, allumant le plafonnier. Elle voulut crier, mais rien ne sortit. Les yeux exorbités et pourris de son ancien amant, la bouche couverte d'innombrables couches de ruban adhésif, étaient attachés à un pilier de soutènement. Il était nu, sa forme n'étant plus parfaite, n'exsudant plus rien d'autre que la pourriture et la décomposition. Céline vit la mare de sang à ses pieds, remonta du regard le long de ses jambes, et constata les preuves d'une sévère mutilation. La pièce commença à tourner alors que l'horreur et la vérité la frappaient de plein fouet. Julien avait fait ça. Il avait tout pris. Leur famille, sa santé mentale, et en retour, il lui avait laissé ça. Le message était clair. Mais je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je le jure, hurla-t-elle. Les rubans de la police flottaient autour de la maison, une sinistre auréole dans la lumière de l'aube. Les équipes médico-légales finissaient tout juste et deux officiers s'attardaient dehors, parlant à voix basse autour de tasses de café. « Bon Dieu, tu as entendu comment ils l'ont trouvé » dit le plus âgé en allumant une cigarette. Le plus jeune flic, un débutant qui n'était pas fan de sport, gloussa. « Ouais, sévèrement mutilé. Ça ne pouvait pas arriver à un type plus sympa. » Le flic plus âgé haussa les épaules et prit une gorgée de café, la vapeur de sa boisson se mélangeant à la fumée qu'il expirait. « Je ne comprends pas. Un gars comme ça, célèbre, plein osa. Il pouvait avoir n'importe qui. Une réserve inépuisable de mannequins ou d'actrices, n'importe quelle femme séduisante qu'il voulait, et il fait ça. Il cible la moitié des femmes mariées de Marseille. »« Je te comprends, » dit le plus jeune flic. « Tu as vu la femme ? D'âge moyen, fausse blonde, banale. Le gars devait être fou ou avoir de sérieux problèmes psychologiques. Jean, c'est quoi ce délire ? » Ils secouèrent la tête et finirent leur café. Toute cette situation était merdique. Quelqu'un avait presque immédiatement parlé à la presse et les tabloïds s'en donnaient à cœur joie. Cela prendrait probablement du temps, mais quelqu'un finirait par se poser des questions sur le mari et les enfants disparus. Était-il porté disparu ? Ou allait-il trouver d'autres cadavres dans cette maison s'il cherchait bien ? Ou peut-être qu'il les trouverait dans une voiture abandonnée sur une route de campagne, dans un bâtiment incendié, ou rejeté sur les côtes de la Méditerranée. Des choses bien plus horribles s'étaient déjà produites, et cela semblait être le genre de tragédie qui n'avait pas de fin heureuse. Céline était allongée dans un lit d'hôpital, les yeux creux, fixés sur la porte. Ils avaient essayé d'utiliser des médicaments et des thérapies pour recoller les morceaux, mais elle attendait toujours Julien et les enfants. La découverte du corps de Marc avait braqué les projecteurs sur sa tragédie familiale, et bientôt la nation entière connut l'histoire. La nuit au Roxane, les amis dépourvus de tact qui l'avaient couverte et encouragée, la longue liste d'autres femmes mariées qui avaient fini comme chair à canon pour ce que l'Internet appelait l'obsession maladive de Marc Chevalier pour les femmes mariées. Elle savait que c'était vrai. Bien sûr, elle avait été belle pour une mère de 2 enfants approchant l'âge moyen, mais Marc était jeune, beau, incroyablement en forme, célèbre et riche. Il ne l'avait pas choisie parce qu'elle était irrésistiblement belle. Il l'avait choisie parce qu'il voulait la ruiner, et elle l'avait joyeusement laissé faire. Céline avait sauté sur l'occasion de devenir une complice plus que consentante de sa propre destruction. Tout cela parce qu'elle voulait croire que son corps vieillissant, changé après avoir porté 2 enfants, la rendait désirable aux yeux d'un homme dont elle savait qu'il n'aurait jamais dû la vouloir. La vengeance de Julien s'était étalée sur les écrans et dans les journaux du monde entier,
et Céline était devenue un conte de féonie et moralisateur sur la nature d'une femme. Les gens avaient de la sympathie pour Julien. Il disait des choses comme « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je peux comprendre pourquoi il l'a fait ». Souvent avec un regard complice ou un sourire penaud. Céline, en revanche, n'était rien d'autre qu'une épouse infidèle, une femme narcissique, une personne égoïste. Le mépris du public était palpable et s'accrochait à elle comme une crasse rance, en contraste saisissant avec les encouragements avides et les excuses de son ami. « C'est juste une nuit », avait-elle dit à tout le monde. Mais cette seule nuit s'était étirée en un cauchemar sans fin. Loin de là, sous un chaud soleil tropical, Julien regardait ses enfants jouer avec leur nouveau chiot dans son grand jardin clos. Il entendit la porte-fenêtre s'ouvrir et sa petite amie Camille annoncer aux enfants que le déjeuner était prêt. Il prit une gorgée de son cocktail au sprit et suivit nonchalamment les enfants dans leur maison plutôt vaste. Camille était assise à l'îlot central de la cuisine, face aux enfants, et riait. C'était réconfortant d'une manière calme et familière. « Je monte dans le bureau un moment, dit-il en posant son verre vide sur le comptoir. J'ai juste besoin de terminer un peu de paperasse et ensuite nous pourrons tous aller à la plage. Thomas, ou Léo comme il s'appelait désormais, se redressa. On peut prendre le bateau, papa? S'il te plaît. Julien sourit et dit, tu l'as dit, mon grand. Maintenant, sois sage avec Camille. Je reviens tout de suite. Il y avait eu beaucoup de balades en bateau, de sorties aux eaux, de cadeaux, de nouveaux jouets, et récemment un chiot au cours des derniers mois. Il savait qu'il jouait le rôle du papa Disneyland à fond avec les enfants, et qu'à un moment donné, cela devrait prendre fin. Mais cela n'arriverait qu'une fois qu'ils seraient complètement installés dans leur nouvelle vie. En haut des escaliers, derrière la porte verrouillée de sa bibliothèque, il se connecta à un compte email secret via un proxy crypté et lut le dernier rapport du détective privé qu'il payait toujours. La police était de toute évidence toujours à sa recherche. Il savait qu'il avait fui le pays, mais n'était pas certain d'où. C'était une bonne nouvelle, et il espérait que sa chance tiendrait. Céline était toujours à l'hôpital. Il semblait que sa dépression nerveuse soit plus grave que ce que tout le monde pensait au départ. Cela lui procurait un sombre sentiment de satisfaction qui, même après tout ce qu'il avait fait, le surprenait encore par le plaisir qu'il en tirait. Maudite femme. Julien avait fait beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais pensé faire. Des choses qui lui étaient presque incompréhensibles avant cette nuit bissextile de février. Des choses qui lui donnaient encore la chair de poule au plus profond de la nuit. Que disait Churchill déjà? Même un rat acculé est dangereux. C'était ce qu'il avait été, un rat acculé. Une victime impuissante déchirée entre son amour pour ses enfants et une vie de violence émotionnelle et de manipulation. Céline, avait-il conclu, devait être une sorte de sociopathe pour lui avoir fait ce qu'elle lui avait fait avec autant d'effronterie et de manière si publique. Pour ne rien arranger, elle était totalement dépourvue de remords, sortant des absurdités comme quoi il l'aimait tellement que cela rendait acceptable ou compréhensible le fait qu'elle l'éviscère et l'émascule. Puis, lorsqu'il avait lu ses aveux, il avait compris la profondeur de son mépris absolu à son égard. Elle n'avait même pas eu la décence de mentir sur les qualités d'amant fantastique de sa star du football. Cela l'amena à se demander si une partie de sa stratégie, outre la manipulation constante, consistait simplement à le faire se sentir si petit, insignifiant et inférieur qu'il resterait avec elle par gratitude d'avoir ne serait-ce qu'une miette de son attention. Comme si elle était une sorte de prix à gagner. Julien avait beaucoup appris de Céline et de leurs amis. Il avait appris l'insensibilité, le détournement d'attention et les mensonges, à quel point il était efficace de transformer la confiance en une arme pour détruire les gens. Il l'avait bien appris. Il avait nourri son ressentiment et ravalé sa honte en lui pardonnant dans le cadre du coup émasculant de Céline avec cette femme, Hélène. Et puis il avait planifié. L'argent, c'était facile. Céline n'avait jamais fait les comptes avant ou après sa trahison. Il avait simplement encaissé des investissements et transféré des fonds vers un compte à l'étranger. Il avait piégé Céline pour qu'elle co-signe une seconde hypothèque pour des travaux de rénovation en jouant sur son désir de se racheter auprès de lui. Il avait obtenu des passeports et des documents pour les enfants et les avait fait modifier. Il avait vidé son plan d'épargne retraite et vendu tout ce qu'il pouvait obtenir, laissant Céline sur la paille et lui avec assez de capital de départ pour commencer une nouvelle vie avec un nouveau nom dans un nouveau pays. Il avait commencé à être plus romantique et charmeur avec Céline, la reprenant même dans leur lit. Tout cela faisait partie de sa propre diversion. Il l'avait convaincu de lui envoyer des photos inappropriées pendant qu'il était au travail, et elle ne s'était que trop empressée de le faire.
Il avait depuis longtemps copié le numéro de portable de Marc à partir du téléphone de Céline, et avec un téléphone jetable et quelques photos, il avait attiré Marc vers son destin. Utilise ce numéro. Je ne veux pas que mon mari sache que tu me vois. La violence s'était révélée libératrice d'une manière que Julien n'aurait jamais imaginée. Le regard sur le visage suffisant de Chevalier lorsqu'il s'était approché de son corps entravé avec la cisaille de jardin presque comiquement grande n'avait pas de prix. Était-il un monstre pour avoir tué Marc, pour avoir ruiné Céline, pour avoir volé leurs enfants? Absolument, il l'était. Il savait qu'il avait fait un mal pire encore que ce que Céline avait fait à lui et à leurs enfants. Mais quel choix avait-il? Le poids des attentes de ses amis, de sa famille et de la société avait pesé sur lui. Soit il acceptait et se perdait, soit il se battait et perdait tout le reste. Il n'y avait aucune façon acceptable pour lui de gagner ou même de partir avec sa dignité et sa vie intacte. Il était le rat acculé. Alors il avait mordu en retour. Un jour, peut-être même bientôt, il devrait répondre de ses crimes, que ce soit devant un tribunal ou dans l'au-delà. Pourtant, il ne changerait rien. Il ne le pouvait pas. Julien Garnier, le gars affable et confiant qui avait consacré sa vie à une femme infidèle, était tombé dans un cauchemar dont il n'était pas l'auteur. Et ce qui s'était réveillé de ce rêve était le monstre, une terreur éveillée qui haïssait avec une passion qui reflétait l'amour que Céline avait si cruellement éteint. Julien éteignit son ordinateur et repoussa sa chaise de son bureau. Même ici, sous le soleil tropical éclatant, le monstre projetait une longue ombre. Il s'accrocherait à lui tant qu'il marcherait sur la terre, mais il était certain que désormais, il le contrôlerait et le dompterait. Tant qu'il aurait les enfants, le monstre resterait à sa place. Il continuerait ce rêve aussi longtemps qu'il le pourrait, profiterait de chaque instant, savourerait chaque nouvelle expérience. Son cauchemar n'avait plus aucun pouvoir sur lui, et que Dieu aide quiconque essaierait de le réveiller de son rêve. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce que vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur ce bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.